Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de décentralisation, je vais vous parler de sécurité, je vais vous parler d'usurpation d'identité, je vais vous parler d'un petit peu tout ça. Et c'est l'élément qui me manquait pour ma conférence. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais faire d'abord une petite dédicace aux personnes qui sont pile dans cet axe-là. J'étais à votre place tout à l'heure. Vous n'allez pas me voir, je suis désolé, mais ce n'est pas spécialement ma tête qu'il va falloir voir, c'est plutôt les écrans, le contenu de ma présentation, etc. Pour information, cette présentation est également disponible, normalement dans quelques minutes ou depuis quelques minutes, sur le blog des Tilleuls et également disponible en anglais. On remonte un peu dans le temps, on remonte un an en arrière, ici même. Alors je vous rassure, ce n'est pas moi, hein. Là c'est Florent Marcelli, qui nous a fait l'an dernier une très bonne conférence sur la sécurité avec WebAuthn. Et à travers cette conférence, il nous a parlé justement d'authentification, il nous a dit un petit peu comment améliorer son authentification pour que celle-ci soit en fait le plus sécurisée possible et soit bien avancée. Pour ça, on va respecter 3 critères. Pour avoir une bonne authentification, on va attendre de cette authentification qu'elle soit unique. Vous avez probablement déjà entendu parler des single sign-on. On va attendre également de cette authentification qu'elle soit forte, on va y revenir tout à l'heure, et qu'elle soit configurable. Et pour ça, ça tombe bien, on a des protocoles que l'on va pouvoir mettre en place et qui vont nous être utiles dans cette présentation, mais pour répondre également à ces besoins d'authentification. On va avoir OAuth et OpenID Connect. Bonjour, je suis Vincent Chalamont, je suis expert développeur dans la coopérative des Tilleuls. Je suis également core team member d'API Platform et contributeur Symfony, notamment aux composants security. Alors ça, c'est un peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire un peu d'histoire, on va remonter dans le temps, bien plus loin que l'an dernier. On va faire un peu de dictionnaire, on va voir un peu les définitions autour de ces 3 mots, la identification, authentification, autorisation. Souvent, c'est un gros milli-mélo, on va mettre tout le monde d'accord là-dessus. Et on va voir un petit peu de quoi on parle lorsque l'on parle de ces 3 mots-clés. Ensuite, on va voir les protocoles, OAuth, OpenID. Et à la fin, quand même un peu de technique, on est là pour parler d'API Platform. La plupart d'entre vous êtes également développeurs et développeuses. On va voir comment mettre tout ça en place dans un projet API Platform. Alors, avant d'aller plus loin, lorsque vous souhaitez mettre en place tout un système OIDC dans votre projet, posez-vous déjà la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? On ne prend pas une enclume pour enfoncer un clou. OIDC, on a vraiment un énorme système. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Débattez-en un petit peu avec votre équipe, avec les archis, etc. pour voir est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour votre infrastructure. Les origines d'OpenID Connect. Là, on va remonter presque 20 ans en arrière. On est en mai 2005 et il y a un système qui s'appelle YADIS qui a été créé par Brad Fitzpatrick. YADIS, c'est l'acronyme pour Yet Another Distributed Identity System. Encore un nouveau système d'identité. Il commençait déjà à y en avoir plein. Et là, il se dit, tiens, je vais en créer un. Mais par contre, je vais essayer de bien le structurer, un vrai système d'identité qui soit correctement conçu, correctement architecturé. Ça marche tellement bien qu'il va le renommer OpenID, et 2 ans plus tard, il va créer l'OpenID Foundation, qui va être suivi par AOL, Yahoo. Plein de gros groupes vont commencer à intégrer cette fondation. De leur côté, une autre équipe va créer OAuth 1.0 en 2010. Par contre, OAuth va vraiment être axé sur l'autorisation. Là où avant on était sur OpenID au niveau de l'identification, de l'identité vraiment, là cette fois-ci on est sur l'autorisation. Très vite, ils sortent OAuth 2.0, OAuth ayant été très rapidement accepté par la communauté, très rapidement mis en place sur la plupart des projets. Et de leur côté, ils se disent quand même, ouais, alors, nous, chez OpenID, on a notre système basé sur YADIS, renommé OpenID, etc. De leur côté, chez OAuth, ils ont fait un truc qui est super, qui est bien mieux que ce qu'on peut faire, en tout cas pour les couches d'autorisation. Du coup, quand on va sortir OpenID Connect, déjà, on va se baser sur OAuth pour faire un truc qui est vraiment bien structuré. Mais on ne va pas réinventer la roue. Il y a déjà OAuth qui est là, qui fait exactement tout ce qu'on veut. Donc là, on est en février 2014. OpenID Connect 1.0 vient de sortir. Et pour la petite anecdote, depuis juillet 2020, OAuth 2.1, donc OAuth 2.0, est sorti en octobre 2012. Depuis juillet 2020, OAuth 2.1 est en cours d'étude pour officialiser tous les bug fixes et features qui sont sortis entre-temps, en rajouter de nouvelles, etc.
Très bien, on a vu un peu d'où est-ce que tout ça venait, on a vu un peu quelle était l'origine en fait, de ces deux protocoles que l'on connaît tous, je pense, toutes et tous. Par contre, je vous ai parlé quand même d'OpenID avec cette notion d'identité, je vous ai parlé d'Auth avec cette notion d'autorisation. Très souvent, j'entends aussi souvent parler d'authentification, on me dit « ouais, bah, t'as qu'à t'authentifier là ». Attends, t'authentifier, t'autoriser, t'identifier, on va voir un peu ce qu'il en est. L'identification répond à la question « qui êtes-vous » ? Dans l'assistance, ici, est-ce qu'il y a des personnes qui s'appellent Vincent? Cool. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'appellent Kevin? Très bien. Alors vous allez me servir d'exemple. Je vois 3 Kevin dans l'assistance ici. Est-ce que vous êtes la même personne? Logiquement, non. Vous avez le même prénom, vous êtes dans le même lieu, vous êtes également des développeurs, tous les 3, j'imagine. Du coup, vous n'êtes pourtant pas la même personne. Qu'est-ce qui va définir votre identité? En fait, l'identité, ce n'est pas forcément votre prénom, ça n'est pas forcément « hey, je m'appelle Kevin » ou « hey, je m'appelle Vincent ». Non, non. Ce qui va définir l'identité, c'est la somme de toutes les caractéristiques identifiant une personne. Ces caractéristiques, on les appelle des attributs d'identité. Donc par exemple, là, vous êtes 3 Kevin dans l'assistance. Ce qui va vous différencier, c'est le fait que vous appeliez Kevin, votre date de naissance, votre carte d'identité, numéro de sécurité sociale, votre lieu de résidence, tous ces éléments qui constituent votre identité. C'est cette somme-là qui va constituer votre identité. Cependant, si je réponds à la question « qui êtes-vous » Je suis Vincent Chalamon, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il va falloir que je le prouve. C'est là qu'arrive l'authentification. Il va falloir que je prouve que je suis Vincent Chalamon. Je vais sortir ma carte d'identité, ça peut être un mot de passe, ça peut être tout simplement mon badge. Ici, j'ai un badge qui indique « je suis Vincent Chalamon ». Ça authentifie, ça prouve l'identification qui a été vue juste avant. Maintenant qu'on a vu qui j'étais, maintenant que j'ai prouvé qui j'étais, ça ne veut pas dire que j'ai le droit de faire n'importe quoi. Je suis Vincent Chalamon, identification. Je l'ai prouvé. Je suis Vincent Chalamon et tout prouve que je suis Vincent Chalamon. Ce n'est pas pour autant que, bien que je sois identifié et authentifié, j'ai le droit d'accéder au bureau de sécurité de la technologie. Je suis identifié, je suis authentifié, mais je ne suis pas nécessairement autorisé. Donc il y a une nuance entre ces 3 éléments-là. Et là, on est sur la phase de l'autorisation. Parfait, bon, on voit d'où on vient. On a mis les choses d'accord, on a vu que j'étais bien Vincent Chalamon. Maintenant, on va étudier un peu ces protocoles. Qu'est-ce qui les différencie entre l'autorisation, implémentée par Auth, et cette notion d'identité qui est implémentée par OpenID Connect, et comment est-ce que OpenID Connect a complété Auth? Déjà, on a Auth, qui est ce protocole libre de délégation d'autorisation. C'est vraiment ce terme d'autorisation qui est très important dessus. Si on regarde un peu ce schéma, on va avoir l'utilisateur, le site client et un serveur d'autorisation, par exemple Facebook, Google, Keycloak ou n'importe quoi d'autre. L'utilisateur clique sur son bouton Facebook Connect, je veux me connecter, je veux déléguer mon autorisation par un autre serveur sur lequel je vais pouvoir me connecter, etc., de telle manière à ce que le site client, l'application, n'ait pas à avoir toutes mes données. Je ne me suis pas forcément inscrit sur ce site client. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur Facebook Connect. Il va y avoir un petit échange entre l'utilisateur et le site client. Je vais me connecter sur le serveur d'autorisation. Je vais fournir un code temporaire. Ce code va permettre au site client de générer un access token, un jeton d'accès. C'est juste ce jeton d'accès qui va me donner l'autorisation, qui va être retourné au site client. Je vais pouvoir le manipuler. C'est vraiment juste une clé. Mais à travers cette clé, on ne sait toujours pas qui je suis. Grâce à cette clé, je vais pouvoir ensuite demander au serveur d'autorisation « Et au fait, c'est qui est derrière cette clé ?» J'ai beau avoir un badge, en attendant, ce badge en question, ce jeton en question, ne me donne que l'autorisation. Et ça nécessite une demande en plus pour obtenir les informations de l'utilisateur. Et c'est là que OpenID Connect arrive. Jusqu'à maintenant, on a Auth qui nous gérait l'autorisation. On va avoir ce jeton, est-ce que j'ai une autorisation d'accéder à tel endroit? Peu importe qui je suis. Pour l'instant, on n'a pas cette information d'identité. OpenID vient de compléter, c'est donc une surcouche à Auth. Il va rajouter le support de l'identification utilisateur. On garde la couche d'autorisation fournie par Auth, mais on rajoute la couche d'identification. On reprend grosso modo le même schéma que tout à l'heure, sauf que par rapport à tout à l'heure, au lieu d'avoir, après le code, au lieu de générer un access token, je vais générer un access token plus un ID token. Cet ID token, c'est lui qui va rajouter la couche d'identification dans mon jeton. Je vais donc avoir un jeton qui sera un peu mieux structuré que ce que nous fournit Auth, et qui, en plus de nous fournir
l'autorisation va nous fournir l'identification dedans. Et il va falloir sécuriser un peu tout ça. Pour ça, on va avoir deux grosses notions, deux énormes briques qui sont rajoutées par OpenID Connect en surcouche à haute. On va avoir la spécification JWT, on va la décortiquer dans un instant, et ensuite on va avoir l'authentification forte. Spécification JWT, qui ici a déjà entendu parler de JWT? Très bien. Qui ici saurait ce que veut dire JWT? Il y en a déjà un petit peu moins. JSON Web Token. On est sur un jeton au format JSON qui va respecter la spécification JOSE et ça va nous permettre d'authentifier l'utilisateur de façon sécurisée. Authentifier l'utilisateur, donc l'utilisateur identifié, de façon sécurisée. Là, on va avoir tout un mécanisme à mettre en place pour respecter cette phrase. Authentifier l'utilisateur de façon sécurisée. C'est très important, ça. Et également, l'avantage de cette spécification JWT, c'est que ça nous permet de respecter la contrainte sans état de REST, le stateless. Pour ça, regardons un peu justement cette spécification JOSE. JOSE, c'est pour JavaScript Object Signing and Encryption. C'est un JSON qui est signé et ou chiffré. Alors attention, il y a quand même une différence là-dessus. Pour la signature, on va utiliser le JSON Web Signature. En fait, on va rajouter dans notre jeton, on va rajouter une signature, un petit élément que l'on va voir après, qui se rajoute à la fin de notre jeton et qui garantit l'authenticité du contenu. C'est pas parce que j'ai un jeton qui va passer que forcément je vais dire « Ah ben c'est bon, il y a le jeton, il est valide, tout va bien ». Ben non, ça veut dire quoi il est valide? Il faut quand même garantir cette authenticité. Quelqu'un va peut-être prendre ce jeton, modifier, au lieu de mettre vincent@letilleul.com, je vais mettre kevin@letilleul.com, hop, ça y est, je suis gérant? Non, pas exactement. Il va falloir garantir que ce jeton n'a pas été altéré. Et ensuite, il faut également, si on le souhaite, assurer la confidentialité de ce jeton. Et c'est là qu'arrive le chiffrement. Cette étape est optionnelle, mais parfois, le contenu du jeton, le fameux ID token que l'on a vu tout à l'heure, peut-être va révéler trop d'informations que l'on ne souhaite pas divulguer. Si je prends ce jeton, là on est sur un jeton JWT qui est séparé en trois structures. Vous voyez qu'il y a des points et je vous ai mis un peu des couleurs pour séparer. On va avoir la première zone rouge suivie d'un gros bloc en violet et d'un petit bloc en bleu. Qu'est-ce que sont que ces blocs? Eh bien, le premier bloc rouge, ce sont les en-têtes. C'est là qu'on va retrouver les détails de l'algorithme de signature, la signature qui garantit l'authenticité du contenu. Ensuite, le gros bloc qu'on avait vu au milieu, l'énorme bloc au milieu, ça va être le payload, ce que l'on appelle plus généralement les claims. C'est là que l'on va retrouver l'ID token, les données de l'utilisateur, selon les spécifications JWT que l'on a vues tout à l'heure. Et enfin, on va avoir la signature qui garantit l'authenticité du jeton, que ce jeton n'a pas été altéré. Si je regarde le contenu du jeton que je vous ai montré tout à l'heure, cette fameuse grande clé sur plusieurs lignes avec les jolies couleurs, en gros c'est ça. Là on va avoir les claims qui sont contenus dans ce jeton. Donc vous voyez, si je prends ce jeton et que je vais sur jwt.io, je peux accéder à son contenu. Je vois son contenu directement. Ce jeton n'a donc pas été chiffré. Par contre, pour garantir son authenticité, il va me falloir un secret, ça va être sa signature. La plupart des clés que vous voyez là sont obligatoires ou recommandées par la spécification JWT. Mais par contre, rien ne vous empêche de rajouter vos propres clés. Si moi j'ai envie de rajouter une nouvelle clé pour savoir est-ce que c'est le boss de l'entreprise Les Tilleuls, je peux très bien le faire. Ce schéma est ouvert, je peux rajouter mes propres clés dedans. Par contre, là, on va retrouver différentes informations qui sont obligatoires ou recommandées pour des notions, par exemple, de sécurité ou d'identité. On va retrouver, par exemple, l'issuer, ISS, qui permet de définir qui a généré ce jeton. Est-ce que c'est Google? Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est mon propre serveur Keycloak ou quoi que ce soit d'autre? Et ensuite, une fois qu'on a ce jeton, qu'on a la signature, qu'on a les en-têtes, qu'on a un peu tout, on génère tout ça, et on ne va pas envoyer un jeton qui est gigantesque. Au bout d'un moment, les requêtes ont une certaine taille, etc. On va penser à la performance et surtout faciliter le partage. Donc tout ça, on va le mettre en base 64. Comme ça, on peut facilement le partager. On va avoir une chaîne, la fameuse chaîne que l'on a vue tout à l'heure. Comme ça, on peut le partager, le décoder facilement. Base 64, c'est facilement décodable dans les trois quarts des langages. On n'oublie pas, on a toujours un secret de signature. Et pour ça, on va pouvoir utiliser des algorithmes symétriques ou asymétriques. On recommande asymétrique pour une question de sécurité. Pour ça, on va avoir, au niveau de la signature, on va utiliser justement cet algorithme en tant que secret. On va avoir sur un algorithme asymétrique une clé privée qui va permettre de signer
ce jeton et une clé publique qui va permettre de vérifier cette signature. C'est donc cette clé publique qui pourra être partagée entre le serveur Keycloak, on va voir ça tout à l'heure, et le serveur d'API, par exemple, où quiconque aimerait vérifier l'authenticité du jeton. Alors attention, JWT, avec la notion de sécurité, etc., tout là, on est toujours sur la couche OIDC, on n'est plus sur la couche OAuth. On est vraiment au-dessus. Donc OAuth ne suit pas cette spécification-là. OAuth, vous êtes un peu plus ou moins libre de faire... Il y a quand même une structure au niveau de l'access token, mais il n'y a pas toute cette sécurité au niveau de la signature, etc. Là, on est vraiment sur OIDC. Et enfin, je vous ai dit, OIDC, ce qui est cool, c'est qu'il rajoute également cette notion d'authentification forte. Attends, authentification forte, c'est de l'authentification multifacteur. En fait, non, pas vraiment. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la NSSI, juge qu'il y a une différence quand même entre l'authentification forte et l'authentification multifacteur. L'authentification forte repose sur des mécanismes cryptographiques jugés forts. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont plusieurs facteurs d'authentification. À ce moment-là, pour les plusieurs facteurs d'authentification, on va vraiment parler d'authentification multifacteur. Attention, forte ne veut pas forcément dire multifacteur, et l'inverse n'est pas vrai non plus. Si on me pose la question, qui êtes-vous ? Je suis Kevin Dinglas. Et ça se voit, j'ai des tatouages, j'ai de la barbe, j'ai un t-shirt, un magnifique t-shirt Webby. Je veux dire, tout prouve jusqu'à maintenant que je suis Kevin Dinglas. Ça, on a vu tout à l'heure que l'identification, c'est tu réponds à cette question. Maintenant, il faut le prouver. Parfait. J'ai ici un badge. Jordan, est-ce que tu pourrais lire ce qu'il y a sur ce badge ? Kevin Dinglas. J'ai ici une preuve que je suis Kevin Dinglas. Est-ce que c'est vrai ? Bien entendu que non. Même si j'ai presque la même barbe que lui et pas les mêmes tatouages, cette preuve a potentiellement été volée. Ça peut être par exemple une carte d'identité qui a été mal conçue, volée, un mot de passe qui aurait été divulgué, etc. Et c'est là qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe si justement un mot de passe a fuité ? Comment est-ce que je peux encore prouver mon identité ? Comment est-ce que je peux encore prouver qui je suis ? C'est là qu'on va avoir le multifacteur. Ça va permettre de pallier à ce problème de vol, par exemple, de dire, ok, en fait, c'est pas parce que je lui ai volé son badge que c'est vrai. Il va peut-être falloir un autre facteur pour prouver mon identité. Et plus je vais en avoir, plus je vais facilement pouvoir, par exemple, virer un facteur qui aurait été corrompu et utiliser les autres facteurs. Pour ça, il faut au moins 2 facteurs distincts parmi ces 3 facteurs-là. On va avoir le facteur de propriété, la carte d'identité, le smartphone, etc. On va avoir un facteur d'inhérence, l'empreinte digitale, le visage, etc. Et un facteur de connaissance, donc par exemple un code PIN, un mot de passe, etc. Au moins 2 facteurs distincts parmi ces 3 éléments. Et bien entendu, plus vous rajoutez de facteurs, et plus votre authentification sera sécurisée. Parfait. Bon, maintenant, on est bon sur la théorie, on attaque la technique. Je vais vite en fait. Pour ça, on va voir, on est quand même sur une conférence API Platform, on va voir comment est-ce qu'on met tout ça en place. Alors on va avoir cette notion d'authentification forte, on va avoir cette notion d'identification, d'autorisation. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas tout recoder. L'avantage, c'est qu'on a plein d'éléments qui sont là pour, plein de projets, etc., et même dans API Platform, Symfony et autres, qui sont là pour nous faciliter le travail. Et on va voir comment mettre en place ces différents éléments. Première question qu'on se pose, ok, j'ai mon projet API Platform, j'ai l'API, la PWA avec l'admin, j'ai mon serveur Caddy, j'ai du Franken PHP. Du coup, comment est-ce que je peux mettre en place un serveur OIDC ? Première question, je pourrais utiliser par exemple dans mon API, je pourrais utiliser un bundle ou une librairie. Je sais qu'il y a des librairies qui font ça et des petits bundles intégrés avec Symfony, donc je pourrais l'intégrer dedans. Est-ce que c'est une bonne pratique ? Pas vraiment. Rappelez-vous le schéma qu'on a vu tout à l'heure sur OAuth et OIDC. Sur ces schémas, on a pu voir qu'on avait un site, une application qui contactait un serveur d'autorisation. Du coup, on va avoir, pour respecter l'état de l'art, une séparation entre notre serveur d'application et notre serveur d'autorisation. Donc, mauvaise chose. Pour ça, on va utiliser quelque chose pour ce serveur d'autorisation. Et ce serveur OIDC, on va utiliser quelque chose de déjà en place. On a par exemple Auth0. Qui ici connaît le site Auth0 ? Pas tout à fait la moitié. Très bien. Alors, ce qui est bien avec Auth0, c'est qu'il implémente déjà toute la couche OIDC et plus encore. Ils sont en train de travailler sur une gestion d'autorisation beaucoup plus fine. On pourra voir ça à la fin. Nous, ici, on va plutôt se concentrer sur Keycloak. Pourquoi Keycloak ? Parce que déjà, c'est open source.
et même si ce n'est pas développé en PHP, c'est développé en Java, ça reste quand même une référence sur le marché. Keycloak, pardon. C'est open source, référence sur le marché. Il implémente déjà les protocoles standards, OpenID Connect, du coup la couche O2 en dessous, on a une couche pour le SAML. Ça supporte également l'Active Directory, le LDAP pour la source de l'identité. On peut également rajouter ses propres providers pour dire, en fait, moi, non, j'ai pas exactement du LDAP, j'ai mon propre système ou un autre système différent, du coup, j'aimerais le bridger avec, c'est tout à fait possible. Et ce qui est bien également, c'est que c'est pas qu'un simple serveur qui va nous fournir un truc en CLI ou autre, c'est qu'on a aussi une interface d'administration, une console d'admin, pour pouvoir administrer tout ça, comme par exemple un admin qui arriverait sur ce système pour dire tiens, il y a telle personne qui vient d'essayer de nous pirater ou qui ne fait plus partie de l'entreprise, je peux révoquer son jeton. On va avoir toute une notion d'administration dessus qui est rajoutée nativement dans Keycloak. Et comment mettre en place Keycloak dans un projet API Platform? Pour ça, on va utiliser Docker. Donc, on crée la base de données. Moi, ici, j'ai utilisé une base de données Postgre. Donc, je crée mon container Postgre. Je crée mon container Keycloak, et c'est tout. 2 slides, j'ai un Keycloak qui tourne. Alors par contre, il y a des petites particularités. Ici, vous voyez par exemple que j'utilise l'image Bitnami Keycloak, c'est pour être isoprod. Le projet est déployé avec Kubernetes. Dans mon projet Kubernetes, je vais utiliser une image Bitnami, je vais essayer d'utiliser la même image en local. C'est tout à fait possible d'utiliser cette image en local. Autre chose que l'on va voir, regardez les 2 dernières variables d'environnement. Keycloak HTTP Relative Path et Keycloak ou Casey Hostname URL. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place? De base, j'en ai pas forcément besoin, mais en commençant à jouer un peu avec Keycloak, son intégration dans un API Platform, je me suis dit, en fait, ce qui serait cool, ça serait qu'on puisse l'utiliser derrière Kadi en tant que reverse proxy. Aujourd'hui, si vous utilisez la Standard Edition d'API Platform, vous allez avoir l'API, l'APWA et l'admin, tout ça qui tourne derrière le même domaine, localhost. Et ça, c'est grâce à Kadi Web Server. Et si on pouvait faire la même chose pour Keycloak, faire tourner Keycloak derrière Kadi Web Server, comme l'API et l'APWA. C'est là qu'on va pouvoir utiliser ces 2 variables-là. Keycloak HTTP Relative Path pour dire, attention, quand je vais sur Keycloak, en fait, le nom de domaine que je vais utiliser, ce sera localhost/OIDC. Et ça concerne Keycloak. L'autre chose également, Keycloak Hostname URL, ça va me permettre de configurer Keycloak pour dire, en fait, peu importe à travers quel nom de domaine je t'appelle, ça peut être un nom de domaine privé dans mon réseau Docker, je veux qu'à chaque fois tu considères que l'URL que tu dois me répondre, c'est celle-ci. Donc si par exemple je suis dans mon container PHP qui doit contacter Keycloak, il ne va pas contacter par Kadi, il le pourrait, mais je vais passer par un reverse proxy, je vais peut-être perdre un petit peu en perf. Ce que je vais pouvoir faire, c'est que PHP pourrait contacter directement Keycloak sur par exemple http://keycloak, qui est le nom de mon container qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'en retour, je ne veux pas qu'il me réponde comme nom de domaine Keycloak. Keycloak est l'alias privé dans Docker. Je veux qu'il me réponde le nom de domaine de mon projet, à savoir par exemple localhost/OIDC. C'est à ça que me sert cette petite variable d'environnement. On met à jour Kadi, très facile, OIDC expression, je lui dis tout ce qui est /OIDC, ça pointera sur OIDC upstream, à savoir mon serveur Keycloak, et j'ai mon Keycloak qui tourne derrière mon localhost/OIDC. 3 slides déjà en place, là j'ai mon Keycloak. Ok, bon. Par contre, Keycloak vient avec un domaine, en anglais realm. On va avoir un domaine dans lequel, par défaut, qui s'appelle master. Et ça me pose un petit souci. Parce que finalement, si par défaut il s'appelle master, ça veut dire que n'importe qui peut déjà savoir où attaquer. Je vais déjà donner une première bille aux pirates éventuels de mon système. Je vais leur dire, en fait, moi, par défaut, j'utilise le système par défaut, ce sera peut-être même un mot de passe par défaut ou quoi que ce soit. Du coup, c'est un peu trop facile à pirater. On va rajouter une première bille pour essayer de faire chier, en fait, les pirates. Pour ça, on va commencer par se créer notre propre domaine dans lequel on va pouvoir cloisonner toute notre configuration par client. On peut créer autant de domaines qu'on veut. Dans notre cas, on va l'appeler démo. Et dans ce domaine, on va créer tous les clients OIDC qui consommeront notre serveur, qui consommeront notre API, qui appelleront notre serveur OIDC. On va pouvoir même customiser la configuration par client, par domaine, etc. Voilà. Pour le serveur OIDC, c'est aussi simple que ça. 3 slides, un petit domaine via l'interface, et c'est réglé. Qu'en est-il d'API Platform? Alors pour API Platform, avant d'attaquer ça, il faut au moins se dire, j'ai besoin de quel flux d'autorisation? J'ai besoin
de m'identifier, de m'authentifier, pour ensuite m'autoriser sur ce serveur. Mais du coup, il existe plein de flux d'autorisation qui sont proposés par OAuth. Oui, OIDC n'est jamais qu'une surcouche à OAuth. Il va rajouter le support de l'identification, mais il faut quand même se dire quel flux d'autorisation je veux mettre en place dans ce projet. Ça peut être de machine à machine, par exemple deux serveurs qui communiquent entre eux. Nous, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser ici, on est sur une API, on va avoir du web, on va avoir des utilisateurs humains derrière leur écran qui vont vouloir s'identifier et s'authentifier. Du coup, on va essayer de regarder un petit peu quel flux d'autorisation on pourrait utiliser pour ça. On va avoir, par exemple, le flux d'autorisation implicite. Qui a déjà entendu parler de ce flux d'autorisation ? 1, 2, 3 ou 4 personnes, très bien. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé en production ? 1, 2, 3, très bien. En fait, non, pas du tout. Désolé, c'est pas du tout très bien. C'est déprécié depuis pas mal d'années. Et pour ça, on ne va pas utiliser implicite, on va plutôt utiliser le nouveau service qui va le remplacer, le nouveau flux d'autorisation qui va le remplacer, qui s'appelle l'Authorization Code. On va regarder un peu en détail comment est-ce qu'il s'implémente. On retrouve un peu le schéma de tout à l'heure. On veut s'authentifier, donc l'utilisateur clique sur le bouton « Je veux me connecter », il est sur sa PWA par exemple. La PWA va contacter son serveur. Tiens, on retrouve OAuth, mais ça peut aussi bien être du Keycloak ou autre. On va demander un code d'autorisation. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que l'utilisateur clique sur son bouton tiens, Keycloak Login, Facebook Login ou ce que tu veux. On redirige l'utilisateur là-dessus pour dire bah, ok, j'ai besoin d'un code d'autorisation, mais moi, en tant que PWA, je ne peux pas fournir ce code d'autorisation. Pour ça, j'ai besoin que toi, utilisateur, tu te connectes sur ce serveur. Donc, je vais demander au serveur d'autorisation une URL sur laquelle tu pourras te connecter. Il va me fournir cette URL et je te redirige sur cette URL. Très bien. L'utilisateur, il est sur le site Auth0, Keycloak ou le serveur d'autorisation, le serveur OIDC. Il s'identifie, il s'authentifie. Et ensuite, le serveur redirige vers la PWA avec un code d'autorisation, un code à usage temporaire. Ce code d'autorisation, ce n'est jamais qu'un document. Si je devais le résumer, c'est comme si c'était je sous-signais Vincent Chalamon autorise la PWA API Platform Demo à exploiter telle donnée, donc par exemple nom, prénom et adresse email. C'est un code d'autorisation, un code de consentement temporaire. Ce code d'autorisation, la PWA va pouvoir contacter le serveur OIDC pour dire bah, hey, j'ai un code d'autorisation qui est le document de consentement de l'utilisateur, j'ai mon client ID et client secret pour dire bah, je suis API Platform Demo, je suis la PWA API Platform Demo, j'ai besoin de générer access token, ID token, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on utilise le client ID, client secret? Tout simplement parce que c'est pas parce que j'ai un document de consentement, je sous-signé Vincent Chalamon, autorise la PWA API Platform Demo à exploiter mes données. Du coup, si quelqu'un d'autre récupère ce consentement et dit hey, je suis google.com, regarde, j'ai un document de consentement. Bah oui, mais ce document de consentement, il ne concerne pas toi, il concerne la PWA API Platform Demo. C'est pour ça qu'on va envoyer l'Authorization Code et un Client ID, Client Secret, au serveur OIDC. On génère un petit peu tout ça, le serveur valide l'Authorization Code, le Client ID, le Client Secret, et va générer ID Token, Access Token, et retourne tout ça à la PWA. Et grâce à ça, la PWA va pouvoir exploiter ce jeton avec Access Token pour l'autorisation, mais également, il contient l'ID Token pour l'identification et l'authentification. Et grâce à ça, la PWA peut appeler mon API de manière sécurisée. Pour l'Authorization Code, alors on a plusieurs moyens de le mettre en place. Je rappelle que le but, c'est quand même de mettre tout ça en place dans API Platform. Pour le mettre en place, on pourrait utiliser, par exemple, il existe un plugin dans Kadi qui s'appelle Kadi Security, qui va nous permettre de gérer automatiquement ça. C'est peut-être pas exactement ce qu'on veut. De la même manière, on aurait OAuth de proxy, on pourrait utiliser du Kong, du Gravity, du Treescale. On a énormément d'API Gateway que l'on pourrait mettre en place en fait, dans notre système. Mais là, on n'est pas sur une conférence API Gateway, on n'est pas sur une conférence Kadi Security ou autre, on est sur une conférence API Platform. Du coup, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre ça en place dans API Platform. Et pour ça, on va avoir besoin de deux choses. Je vous rappelle que dans la Standard Edition d'API Platform, on va avoir l'API et la PWA qui contient à la fois le client et l'admin. Pour l'API, ça tombe bien. C'est pas pour rien que j'ai commencé la conférence en citant Florent Morcelli.
en 2022, il a rajouté à Symfony 6.2 l'Access Token Authenticator. Et en fait, dans cet Authenticator, on va pouvoir gérer de manière très abstraite une authentification de type OAuth. Donc ça sous-entend également OIDC, une surcouche que l'on va pouvoir ajouter par la suite, mais ça ouvre aussi à d'autres systèmes sur lesquels sont basés OAuth. Ça, c'est ce qui manquait en fait dans Symfony, tout simplement parce que lors de mes recherches, on a vu qu'il existait en fait des bundles, des librairies, plein de choses qui permettaient de faire plein de choses en fait dans Symfony, mais pas nécessairement orientées API. Ou alors, la solution que je voyais très souvent dans des articles, c'était bah regarde, tu mets en place cet authenticator et franchement ça ira bien. Ah, attends, il y a quand même une spécification à suivre. Si on veut respecter OIDC, on va avoir plein de sécurités à mettre en place. Au niveau OAuth, c'est pareil. Donc finalement, si on laisse n'importe qui créer l'authenticator, c'est la porte ouverte à toutes les failles de sécurité. Bah, du coup, là on a la couche OAuth dans Symfony. Et un petit peu plus tard, j'ai rajouté en Symfony 6.3 le support justement de OIDC en surcouche à cet Access Token Authenticator. C'est disponible depuis la 6.3, c'était en expérimental et il me semble qu'en 6.4, c'est considéré comme stable. Mais alors du coup, vous voyez qu'ici, il y a add OIDC user info token handler and OIDC user. En fait, on va avoir plusieurs stratégies pour gérer cette notion d'OIDC dans Symfony, mais donc du coup dans API Platform. Pour ça, on va avoir la stratégie OIDC User Info et ensuite la stratégie OIDC. Qu'est-ce qui les différencie? Je vous rappelle qu'on a les échanges entre la PWA, le serveur d'autorisation et mon API. Tout à la fin, mon API reçoit le token qui contient l'access token, l'ID token et toutes les informations. Comment est-ce que l'API peut authentifier l'utilisateur en recevant ce jeton? Alors le jeton est peut-être chiffré, dans ce cas-là il faut pouvoir le déchiffrer. Imaginons qu'il ne le soit pas, le jeton contient access token, ID token et la signature. Déjà il va falloir vérifier que ce jeton n'a pas été corrompu. Il va falloir valider sa signature. Ensuite il va falloir vérifier les différentes sécurités dedans, l'issuer et autres éléments comme ça définis justement par la spec. C'est pour ça qu'on a deux stratégies. La première stratégie, OIDC User Info, l'API va pouvoir envoyer le jeton au serveur d'autorisation pour dire « Hey, j'ai reçu ce jeton, est-ce que tu saurais me dire qui c'est, s'il te plaît ?» et me valider la signature, et me valider un peu toutes les sécurités qu'il y a avec. Très bien, ça c'est plus sécurisé, mais c'est moins performant. C'est plus sécurisé, pourquoi? Parce que, imaginons que le jeton ait une durée de vie de 5 minutes, mais qu'un admin ait envie de révoquer ce jeton au bout de 2 minutes. L'avantage, c'est que comme l'API va contacter le serveur d'autorisation, le serveur OIDC, eh ben, sur le serveur OIDC, on pourra dire ben non, je suis désolé, ce jeton n'est plus valide, il a été révoqué il y a quelques secondes. Du coup, le serveur OIDC va pouvoir bloquer ce jeton. Imaginons que le jeton soit toujours bon, à ce moment-là, le serveur OIDC va retourner à l'API sa réponse pour dire ben, oui, c'est bon, ce jeton il est bien valide, voici les informations qu'il contient de l'utilisateur. Pourquoi cependant c'est moins performant? Parce que à chaque requête HTTP que notre projet API Platform, notre API va recevoir, il va devoir renvoyer un appel au serveur OIDC pour dire hey, j'ai reçu ce jeton, tu peux me le valider s'il te plaît? Et cet appel HTTP, c'est ça qui fait baisser les performances. Par contre, on est plus sécurisé. L'alternative, c'est la stratégie OIDC. Elle est un peu moins sécurisée, parce qu'on ne va pas faire l'appel entre le serveur d'API et le serveur OIDC, mais par contre, c'est plus performant. C'est-à-dire que le serveur d'API va décoder localement le token, va pouvoir vérifier sa signature, va pouvoir vérifier les différentes normes de sécurité définies par la spécification. C'est d'ailleurs recommandé par OIDC et Google en tant que stratégie. Il peut y avoir des cas où vous avez besoin d'augmenter la sécurité. On peut imaginer, si vous bossez chez Doctolib, vous avez besoin d'un système de sécurité haut niveau, vous allez peut-être préférer la première stratégie. Mais dans la majorité des cas, la deuxième stratégie est amplement suffisante. Et pour ça, dans notre projet API, on se base sur la sécurité de Symfony, donc security.yaml, access token, token handler, on définit le OIDC user info, et là on met l'URL pour accéder à notre protocole OpenID Connect user info. Ça c'est l'URL que l'API va appeler pour pouvoir valider le jeton. Si on utilise plutôt la stratégie OIDC, on lui dit quel algorithme a été utilisé et la clé publique qui permet de vérifier la signature. Pour la PWA, petite anecdote, je suis dev backend, je suis désolé, je déteste le JavaScript. Et je pense que les personnes avec qui j'ai travaillé pour la refacto de la démo m'ont entendu hurler, rager, m'arracher les cheveux à chaque fois que je devais travailler sur du JavaScript. C'était la petite parenthèse troll.
Pour la partie PWA, eh bien, la partie PWA, notre serveur PWA va devoir contacter le serveur OIDC pour dire hey, je suis la PWA API Platform Demo, j'ai ce fameux code d'autorisation qu'on a eu tout à l'heure. Du coup, ça veut dire qu'il faut pouvoir s'authentifier en tant que client sur le serveur OIDC. Donc on va créer un client sur notre serveur OIDC pour la PWA. Tout à l'heure, je vous ai dit, pour ça, la PWA va contacter le serveur OIDC avec Authorization Code, Client ID, Client quoi si non, je suis désolé, non, ça passe pas. Là, on a une faille de sécurité potentielle, c'est-à-dire que tout ce qui est côté PWA est potentiellement vulnérable. On ne sait pas ce qui se passe sur le navigateur du client. Essayez de vous rappeler, genre peut-être 10 ans ou 15, 20 ans en arrière, quand il y avait ces énormes barres sur nos navigateurs qui étaient bourrés de piratage à la con, etc. Imaginez que ce soit toujours le cas aujourd'hui, du coup, c'est dans ce même navigateur qu'on va potentiellement stocker le client secret. Moi, je ne suis pas d'accord. Et d'ailleurs, Swagger, OIDC, Auth, non plus ne sont pas d'accord là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que la petite image que je vous ai mise en bas, là, ça c'est un extrait de la documentation de Swagger 8. Il dit, attention, client secret, ne surtout pas l'utiliser en production. On est vulnérable aux attaques CSRF. Pour ça, il va nous falloir créer donc un client de type public. On va considérer que la PWA n'est pas privée, n'est pas sécurisée. On ne va pas utiliser le client secret. Pour ça, on va utiliser un autre système, PKCE, qui s'appelle Pixie, et qui va nous permettre en fait de remplacer ce client secret sur tous les échanges de la PWA vers le serveur OIDC. Pour la partie front, partie PWA, que ce soit côté client autant qu'admin, écoutez, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas un dev front et j'ai pas vraiment envie de perdre du temps là-dessus et de m'arracher plus de cheveux. Du coup, je suis parti sur Nextauth. C'est très utile là-dessus, c'est assez bien configuré, c'est open source et il existe plein de connecteurs, vous pouvez l'utiliser avec du Keycloak, du Auth0, du Google, du Facebook, etc. Donc c'est assez pratique, c'est assez facile à mettre en place, même pour un noob JavaScript comme moi. On a la notion de rafraîchissement du jeton, ça va demander un tout petit peu de code, mais vous pouvez le récupérer depuis le site. Et avec Nextauth.js, on va avoir des notions de HOC, de hooks, ça se bridge même avec les Next.js middleware, etc. Assez facile, on se crée une page TSX, dans lesquels on va pouvoir définir notre provider. On peut même en définir plusieurs. Moi ici, j'en ai défini un pour Keycloak, le Keycloak Provider. Je vais pouvoir, dans ma page principale, activer le Session Provider. Donc en fait, c'est la PWA qui va gérer elle-même la session. Et ensuite, je vais avoir plusieurs usages. Client-side, je vais pouvoir utiliser le sign-in, sign-out et use session. Sur la partie server-side, je vais avoir d'autres méthodes. Si je veux utiliser Next en tant que serveur et non pas en tant que client, je vais avoir le getServerSession, etc. Donc je vais avoir plusieurs options là-dessus. Tous ces éléments-là, en fait, vous allez les retrouver avant tout sur la documentation de Nextauth.js. Je n'ai rien inventé, je vous ai dit, je suis un noob en JavaScript. On peut également configurer tout ou partie de l'application sans se faire chier à créer du code directement dans nos composants, etc. en utilisant les middleware, où on dit, par exemple, tout ce qui est /dashboard est sécurisé. Parfait. On a sécurisé notre API. On a sécurisé notre PWA. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié un truc? On a aussi notre documentation, notre Swagger UI. Elle aussi, c'est un client. Je parle de ce petit écran. Si on va sur localhost/docs, là on a un écran, on a un client qui va consommer notre API, qui va envoyer des requêtes. Et lui aussi, il faut le sécuriser, au même titre que la PWA. Du coup, on va faire exactement la même chose. C'est un client SPA, donc là par exemple Swagger UI, c'est un client au même titre que notre PWA. Un client donc de type public avec le Pixie. Et ce qui est bien, c'est que Swagger UI, il intègre déjà nativement le support de Auth et de Pixie. Donc pour ça, on va pouvoir configurer Swagger UI comme on a configuré notre PWA. On va créer un client sur le serveur OIDC, qu'on va appeler par exemple API Platform Swagger, et on va configurer dans la documentation d'API Platform une section qui s'appelle Auth. On va pouvoir lui dire c'est du type O2 avec l'Authorization Code, le Pixie, etc. Donc différentes informations. Tout ça, vous avez une page dans la documentation d'API Platform. Vous reprenez ça, ou sinon vous l'avez également sur la démo. Et c'est bon. On a notre API, on a sécurisé également notre PWA, on a sécurisé même notre documentation, à ne pas oublier. Tout ça avec un serveur OIDC, en écrivant assez peu de lignes de code, sauf sur la partie JavaScript encore. Les données d'utilisateurs sont... Ah ben oui, c'est vrai, la conférence était quand même à propos de décentralisation. Finalement, notre serveur d'API n'a pas les données d'utilisateurs.
celles-ci sont décentralisées au niveau du serveur OIDC. Et donc, les utilisateurs vont garder le contrôle à la fois sur leurs informations, mais aussi sur les autorisations qu'ils vont donner. J'ai donné mon autorisation en tant qu'utilisateur, l'autorisation code, pour que l'application API Platform PWA puisse accéder à nom, prénom, email. Je peux, en tant qu'utilisateur, révoquer cela. Je garde le contrôle sur mes données. Bon, bah, il reste quoi après? On a vu la sécurité, c'est fini? Bah non, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux bridger tout ça avec le composant Symfony Security, l'Expression Language, etc. Dans Symfony, par exemple, le is granted role user. Qu'est-ce qui se passe si je veux vérifier que, moi je ne veux pas simplement que ce soit un utilisateur lambda qui accède à ce contrôleur, je veux que ce soit tel utilisateur, est-ce qu'il a accès à cet objet précisément ou pas? Il y a une certaine granularité à avoir. Et si on backporte un peu tout ce système d'autorisation dans Symfony, on casse notre séparation entre le serveur d'API et le serveur d'autorisation. On a un serveur d'autorisation qui est là pour ça, bon Dieu, autant l'utiliser. Je vous mets au défi. Pour la prochaine API Platform Con, vous avez 1 an pour faire des recherches. Et je vous donne déjà quelques pistes ici, pour avoir des autorisations plus granulaires. On a Casbin, on a également Permit.io, et Auth0 propose justement, en dev preview pour l'instant, une autorisation plus granulaire que simplement est-ce que j'ai le droit d'accéder à ça ou pas. Non, là on va pouvoir gérer de façon beaucoup plus fine, que ce soit client-side ou même API-side. Merci à toutes et à tous pour votre attention, j'espère que je ne vous ai pas perdu.